Bienvenue à Grand Reportage. Depuis des mois maintenant, la pandémie pose un défi presque inhumain à tous les travailleurs de la santé, à tous les travailleurs de l'ombre qui s'acharnent à sauver des vies, à chercher un médicament ou un vaccin. Un combat inédit qui est loin d'être fini, aussi pour la quête de réponses, de vérité et d'imputabilité. Et l'information, un service essentiel, est au cœur de cette lutte pour interroger, expliquer, témoigner des enjeux auxquels nous sommes tous confrontés, très souvent entre la détresse et l'espoir. L'équipe de RAD a voulu témoigner de ces efforts au quotidien, d'heure en heure, de tous les artisans qui sont derrière comme devant la caméra. Quand les entrevues que vous verrez ont été tournées en juin dernier, on se doutait bien qu'il y aurait une deuxième vague. Cela dit, vous verrez dans ce docu-réalité comment l'info a su s'adapter pour continuer de vous servir. Voici une incursion inédite dans les coulisses de l'information. Bienvenue à cette émission spéciale où on prendra le temps de faire le point sur cette crise. On a été plongé dans la plus grande crise économique, sanitaire, politique que peut-être même mes enfants ne connaîtront jamais après. Moi, c'est ce que j'ai couvert de plus dur. C'était pas juste un défi journalistique, là. C'était un défi d'humain, global et incessant. C'est qu'il y a tellement de vagues qui suivent. Tu sais, c'est comme on a lancé un caillou, là, puis là, ça n'arrête pas. Je trouvais ça toujours très difficile de penser que ma mère vivait cette situation-là. Bonsoir, mesdames, messieurs. D'abord, un mot pour vous dire que, comme beaucoup d'entre vous, ma vie est bousculée ces jours-ci. Quand je faisais le téléjournal, c'était mon travail. Il fallait que je raconte le mieux possible toute cette crise-là. Je pleurais beaucoup après, en fait. Tu peux pas faire d'erreur, là. Tu peux partir des rumeurs, justement, des fausses nouvelles, puis tu veux vraiment pas faire ça. Moi, c'est la première fois dans ma vie que j'ai fait de l'insomnie. Nous, on aime ça, les journalistes, être dans la tempête. Alors, on était vraiment dans la tempête au quotidien. On le savait que la pandémie présentait des conditions idéales pour un accroissement du volume de la désinformation, mais à ce point-là, ça a été une déferlante. Donc, la COVID-19 semble celle qui aurait contracté le virus. On a difficilement accès à certains établissements pendant qu'on vous montre justement des... 20 millions de personnes sont placées en quarantaine, notamment à Wuhan. On avait comme le sentiment que ça resterait en Chine. Ça se passait en Chine, c'était terrible. On voyait le confinement, ce qui se passait à Wuhan. On pensait jamais que ça allait être gros comme ça. Un verrouillage de cette ampleur, c'est du jamais vu. Il y a eu toute aussi la dimension qu'on a dû couvrir, c'est-à-dire à quel point ce que la Chine dit est vrai. C'était un peu extravagant ce qui se passait. Et je crois qu'on réalisait pas du tout que ça allait venir ici. Ou on voulait pas l'imaginer, en fait, que ça venait ici. Parce que c'est humain, on se dit, c'est pour les autres, là. C'est ailleurs que ça se passe. Puis ça viendra pas au Québec. In many ways, New York is just a canary in the coal mine. Un mardi soir, il y a un de mes contacts, un médecin dans un hôpital du centre-ville de Montréal, qui m'a appelé. Il m'a dit « David, il dit, j'ai vu ton dernier reportage, t'es pas sur la pandémie. » Il dit « Assieds-toi, je vais te parler pendant 15 minutes, tu vas comprendre ce qui s'en vient. » Il m'a dit « J'ai vu un homme arriver avec des symptômes de SRAS. On l'a tous accueilli pas de masque en pensant qu'il avait une simple grippe. Et le lendemain matin, ce sont des gens du Jewish qui sont venus le chercher, équipés en homme grenouille. Et il était intubé quand il est sorti 12 heures plus tard. Donc, il dit, prépare-toi à être là-dessus à temps plein et puis fais attention parce que c'est terrible. COVID-19 can be characterized as a pandemic. La toute première émission spéciale, le vendredi, je me souviens, on a pris le plateau ici, à RDI. C'est dans combien de temps? Un peu en catastrophe, là. Nos horaires et nos habitudes seront chamboulés pendant quelques temps. Toutes les écoles, cégep, universités et garderies du Québec sont fermées pour 2 semaines. On a vu en quelques heures que les émissions spéciales allaient se succéder puis que ça allait être un rythme d'enfer pour plusieurs semaines. Bonsoir. La progression du coronavirus continue de s'accélérer au pays. Fermeture d'écoles, annulation d'événements. Partout sur la planète, les mesures pour combattre la pandémie déboulent. Il faut être réaliste. On est dans une crise qui va durer des mois. Les Québécois sont très nombreux depuis hier à aller à l'épicerie. Maintenant, Justin Trudeau va travailler à la maison jusqu'à nouvel ordre. Sa femme, Sophie Grégoire, a ressenti des symptômes qui s'apparentent au COVID-19.
ce sont des temps exceptionnels, du jamais vu dans l'histoire moderne. C'est la pire journée depuis 1940 à la Bourse de Toronto. Québec ordonne la fermeture de tous les lieux publics de divertissement, les bars, les cinémas, les gyms. Faites ce qu'on vous dit. Je vous en prie. Je vous en supplie. Distance de 2 mètres, 1,5 mètre, 1 mètre, une bulle. Les explications du docteur Horacio Arruda. J'ai jamais vu ça. Des nouvelles, le cycle des nouvelles, j'ai jamais vu une affaire de même. Ottawa, de son côté, presse les Canadiens à l'étranger de revenir maintenant. Le Québec enregistre un premier mort et 20 nouveaux cas de coronavirus. Fermeture de la plus longue frontière du monde, celle entre les États-Unis et le Canada. Plus du tiers de l'humanité, 2,6 milliards de personnes, sont confinées chez elles. Les Jeux olympiques sont reportés d'1 an et les morts se multiplient. Donc, aujourd'hui, j'ai pris la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces, sauf pour les services essentiels. Les médias sont un service essentiel. Les communications au sens large. Les médias sont considérés comme étant un service essentiel. Il est clair que Radio-Canada va poursuivre sa mission de service public, informer et accompagner la population de ces temps troubles. Alors, aujourd'hui, on est quoi? On est le combien aujourd'hui? On est le 23. OK. Aujourd'hui, le 23 mars. Donc, le premier ministre Legault a annoncé que le Québec était en pause pour tous les artisans de l'information qui travaillent ici au quotidien. Ils ont des enfants à la maison, ils doivent faire attention à eux. Puis en même temps, ils doivent continuer à travailler dans un milieu où tout le monde est assez rapproché, même si depuis 5-6 jours, on a vraiment déplacé le maximum d'équipes. On est allé chercher 2 places ici pour pouvoir leur permettre de prendre plus d'espace. Ça veut dire que la rédaction numérique est rendue en face. Là. On évoluait franchement, d'heure en heure, de se dire, est-ce que je vais être capable de produire mes émissions d'information à RDI? Est-ce que je vais être capable de continuer à informer le public tout le temps? On ne savait pas tant que ça, hein? On était guidés par ça, mais on ne le savait pas. Il faut sortir du cadre, puis réfléchir autrement nos émissions, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. Découverte, honnêtement, je peux pas croire qu'on ne sera pas capable de maintenir des découvertes, là. On a besoin de la science. Donc, la caméra 2. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission spéciale COVID-19, découverte en direct. C'est important à expliquer pour éviter la situation de l'Italie et tout ça. C'est comme ça qu'on peut préparer l'émission. Je peux vous dire qu'on respectait pas vraiment encore le 1 mètre ou le 2 mètres. On faisait attention, mais le 2 mètres n'existait même pas. Et on a écouté le point de presse ensemble. Alors, c'est comme ça que j'ai appris que notre grand animateur Charles Tisser avait 70 ans et plus. En fait, juste avant notre diffusion en direct de l'émission, le premier ministre Legault a dit aux personnes âgées « Away à la maison ». Et il m'a regardé et il m'a dit « Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on fait quand même l'émission? » Et j'ai dit « Oui, absolument, il faut. On a besoin de toi. Et tu expliqueras pourquoi. » Effectivement, Anne-Marie, j'ai 70 ans. Il ne faudrait pas si on tombait malade, qu'on encombre donc, ces services-là. Alors, la meilleure façon d'empêcher ça, c'est qu'on retourne à la maison pour ne pas tomber malade. Et j'ai trouvé que c'était très élégant de sa part de faire ça. Puis en même temps, c'était de l'information. Après l'émission, je retourne chez moi et dorénavant, ça va être le télétravail pour moi. Et on favorise de plus en plus ici, dans la Grande Tour, le télétravail. Jamais j'aurais pu penser qu'on aurait pu mettre tant de personnes en télétravail, on s'entend? Là, il faut que tu mettes ton micro à on, Charles. Salut tout le monde. Bonjour. Salut. Moi, ça m'a obligé à me numériser complètement, m'alphabétiser, si je puis dire, sur le plan numérique. Parce qu'en bon baby boomer, il y a des choses que je faisais assez bien et d'autres choses que je faisais pas bien du tout ou que je ne savais pas faire. Là, j'ai été obligé, on m'a pitché dans l'eau, si je puis dire. Il a fallu que j'apprenne à nager. Du côté des véhicules GE, sont nettoyés après chaque affectation. Les perches sont nettoyées, les équipements sont nettoyés. Il y a toute une routine qui est mise en place. Puis c'est à ce moment-là qu'on a formé ce qu'on appelait un genre de war room, l'équivalent d'un war room d'élection, mais pour la COVID. Un genre d'aquarium avec une affectation dédiée justement
coordonner tous les journalistes qui se sont retrouvés à travailler sur la pandémie. Ça veut dire que 97 % des journalistes de la salle de nouvelles ont commencé à travailler sur le même sujet. OK, on y va? Dans 5, 4, 3, 2, 1, on est là. Alors ça y est, la métropole du Québec a décrété l'état d'urgence. On ne peut pas évacuer la possibilité d'un effet économique dévastateur pour des millions de personnes. On retrouve Yves pour un petit coup d'œil sur la circulation. Oui, c'est très, très facile, vraiment. Désert. C'est la course contre la montre partout dans le monde pour tenter d'obtenir de l'équipement médical à cause de la pandémie de coronavirus. Au Québec, l'accès à 8 régions vulnérables est désormais contrôlé par des barrages policiers. Une prestation canadienne d'urgence. Les gens recevront 2 000 $ du gouvernement fédéral à tous les mois pour les 4 prochains mois. Si vous ne respectez pas les consignes, vous risquez de mettre la vie d'autres personnes en jeu. C'est ce qu'il dit depuis quelques jours, M. Trudeau. On reçoit tous les jours des centaines et certaines journées des milliers de questions à Radio-Canada, à RDI, dans les différentes émissions. Le flot de questions, commentaires, appels à l'aide qu'on a reçus, là, c'est inouï. Inouï. Je reçois depuis le début de l'émission spéciale beaucoup de courriels. Et là, ça va, il y a la PCU, puis les gens... Au début, c'était pas ça, là. C'est comme si on avait fermé la lumière de tout un pays, puis les gens cherchaient dans le noir pas mal, là. Bonjour, ici Michel Siroger. Bienvenue à nos auditeurs de tout le réseau. Il fallait aussi relayer aux gens des directives de santé publique qui disaient tout ce que vous avez appris à faire, faites-les plus. Donnez plus la main à personne. Embrassez plus vos enfants. Tu sais? Vous êtes très nombreux, mesdames et messieurs, à nous envoyer des questions, et avec raison, concernant le coronavirus, le COVID-19. On a décidé régulièrement de faire le point avec le docteur Carl Weiss. Les courriels que j'ai reçus, là, c'est à fendre le cœur, là. Parce que, il faut imaginer, d'abord, il y a beaucoup de solitude, là. C'est pas tout le monde qui ont 3 enfants, un mari, une femme. Il y a des gens qui étaient seuls dans leur appartement, et que le seul lien qu'ils avaient, c'était la télévision. Des caméramans, des gens en régie, des réalisateurs, des journalistes qui sont sur le terrain pour vous, parce qu'on sera là du début à la fin de toute cette histoire. Au tout début, les gens avaient besoin d'adhérer à ce qu'on leur disait, là. Parce que c'est tellement anormal ce qu'on vivait que collectivement, les gens ont fait le choix de dire « je vais écouter ce que la santé publique me dit, ce que M. Legault me dit ». Les journalistes passaient presque pour des traîtres, là, au début. On disait « mais pourquoi ils posent une question? » Est-ce que vous prenez une part de responsabilité dans la situation? Écoutez, je pense que ce qui se passe actuellement, le gouvernement a tout mis en place. Poser des questions à un ministre ou une ministre responsable d'un enjeu critique comme la pandémie, c'est notre devoir de journaliste. On sait que la personne interviewée n'aimera pas ça, mais on n'est pas là pour faire plaisir, puis c'est pas du temps gratuit d'antenne. Puis c'est pas des relations publiques, c'est un service public. Pas faire des... Mais c'est la semaine dernière. Poser des gestes comme ça. Non, mais c'est la semaine je le sais, mais on peut pas le faire. Je vous le dis, là. Oui, mais ça a été fait. C'est inacceptable. Oui, mais il y a un discours. Il y a le discours que vous tenez en point de presse comme gouvernement, puis il y a la réalité terrain. Par exemple, les renforts, là. Est-ce qu'ils vont s'occuper des couches? Est-ce qu'ils vont faire manger les gens? Est-ce qu'ils vont appeler les familles? C'est pas les médecins qui vont changer les couches des bénéficiaires dans les CHSLD, là. Écoutez, Mme Dussault, là. À la fin de la journée, comme disent les Anglais, les gens font la différence, puis comprennent qu'on a un job à faire. Le Québec serait sur le point d'atteindre le sommet de sa courbe épidémique. La situation dans les résidences pour aînés, les CHSLD, de plus en plus. Autour de Pâques, même le premier ministre disait... L'espoir est là, on va y arriver, les beaux jours s'en viennent. Puis après, ça a été la période la plus dure, au contraire, parce que les beaux jours ne sont pas arrivés. Puis les morts se sont accumulés. Puis là, c'était plus drôle du tout, là. Les arcs-en-ciel puis la musique, là, on n'était plus là-dedans du tout. On était dans l'horreur des CHSLD. Aaron, l'article de la Gazette, Legault qui fait une conférence de presse un samedi. 31 personnes âgées sont décédées en moins d'un mois au CHSLD privé Héron à Dorval, dans l'ouest de Montréal. Et là, tu te dis, oh, là, cette crise-là, elle devient
locale. C'est pas une crise mondiale, c'est notre crise à nous autres. 2 résidences pour personnes âgées ont été mises sous tutelle aujourd'hui. On est en train de se rendre compte que ce huis clos que sont devenus un peu les résidences pour personnes âgées et les ressources intermédiaires semblent cacher un problème assez important. Les CHSLD, Céline, sont frappés de plein fouet. 177 ont maintenant au moins un cas confirmé de COVID-19. Et derrière ces manquements, il y a eu des drames humains. Quand je rentre travailler, je suis toujours à risque parce que je suis pas protégée. Puis pourquoi je suis pas protégée? Parce que quand ils disent qu'il manque pas d'équipement, bien, c'est pas vrai. On a actuellement tous les équipements qu'on a besoin. Il y avait un écart entre l'info ou la tonalité à Québec et ce que nous, on entendait à Montréal, dans le centre de Montréal. On reçoit beaucoup de messages par texto, par courriel, de gens qui sont inquiets et qui me disent « Écoutez, on n'a pas nécessairement assez de masques dans toutes les circonstances. » Je pense que le travail qu'on a fait, pas seulement Radio-Canada, là, je parle des médias au sens large, c'est d'essayer de pousser pour que l'information qui était connue dans les établissements devienne publique le plus rapidement possible pour que les autorités se dépêchent à envoyer de l'équipement, rehaussent un peu les mesures d'aide au personnel qui, à un moment donné, était débordé, paniqué, consterné, avec des familles qui n'avaient plus de contact avec les gens. Je veux dire, c'était une situation, là, je me remets dedans un peu, mais qui était complètement folle. Là. David, la situation d'ailleurs continue de se dégrader dans des CHSLD de la région de Laval. Oui, elle se dégrade dans la plupart des CHSLD de la région de Montréal, mais c'est assez... À un moment donné, il y a un contact à l'hôpital Notre-Dame qui m'a appelé, qui m'a dit il y a 10 médecins qui sont en quarantaine. Oups, là, j'ai fait OK, c'est parce qu'ils ont été en contact avec un cas qui s'est révélé être positif et ils n'étaient pas équipés. Fait que c'est là qu'on comprenait, petit bout par petit bout, qu'on commençait à comprendre que le réseau elle n'avait pas les réflexes pour faire face à ça et n'avait pas l'équipement pour faire face à ça. Il y a un lieu où la progression du coronavirus a de quoi inquiéter, et beaucoup. Les foyers d'infection dans les résidences pour aînés se multiplient. Et là, de semaine en semaine, avec d'autres collègues comme Thomas Gerbet, on commençait à pousser pour se rendre compte qu'il y avait des cas dans les CHSLD, beaucoup, dans les ressources pour personnes âgées aussi. Il y a des registres dans les CHSLD avec les morts. Donc là, tu as le nom des résidents, leur date de naissance, leur date de décès, la cause du décès. Là, en l'occurrence, il y avait comme une colonne COVID. Puis il y a des sources à l'intérieur qui me donnaient le registre avec les décès. Évidemment, il y a des informations confidentielles là-dedans, donc je ne pouvais pas dire qui l'avait donné, puis je ne diffusais pas le registre là, avec le... Mais ça me permettait de valider, OK, s'il y en a 55 des morts, là, je le vois, c'est écrit. Je pouvais dire à mon patron, je l'ai le document, là, c'est pas juste une infirmière qui m'a dit que... Donc c'était une des techniques pour être capable de prouver qu'il y avait plus de morts que ce qu'on disait. Puis les hôpitaux, c'est sûr, on lâche pas. Mais de toute façon, j'ai l'impression que nos gars, Gentile puis Gerbet, tout le monde les appelle. Là, ils sont en suivi là-dessus aujourd'hui. C'est sûr. Puis pas juste Sacré-Cœur, mais les autres centres. Et après, on a découvert que, surtout dans les vieux hôpitaux, qui étaient supposés d'être le premier rempart, c'est-à-dire Sacré-Cœur et Maisonneuve-Rosemont, qui avaient des éclosions importantes. Et puis, David Gentile, à Montréal, il y a une éclosion dans les départements d'oncologie, d'hémodialyse à l'hôpital Sacré-Cœur. Et là, ce qui était un peu dramatique, c'est que ça ne nous arrivait pas de Québec, là. C'est que ça nous arrivait des médecins, ça nous arrivait des infirmières qui nous appelaient pour nous dire « Hey, on a un étage complet qui est infecté », ou d'un syndicat qui nous disait « On a 15 infirmières qui sont infectées ». Et là, on disait « Bien, voyons, qu'est-ce qui se passe? » Les médecins racontent une réalité de plus en plus brutale. Dans les résidences privées pour personnes âgées, c'est la catastrophe. Les médecins, par exemple, c'est pas des gens qui avaient l'habitude de parler beaucoup aux journalistes avant la crise. C'est des gens qui étaient plutôt réservés, qui parlaient pas souvent à visage découvert. Et là, ils se sont lâchés complètement. On manque définitivement de bras, on manque de ressources humaines. Pour les fins de l'exercice, je m'improvise caméraman. C'est de ça que ça a l'air, un déguisement COVID-friendly. Puis là, ce qui est arrivé après, et dont on a pris la mesure aussi à un moment donné, c'est qu'il y avait des défections. Il y avait des préposés terrorisés, des infirmières terrorisées qui quittaient. On ne savait pas à quel point c'était contagieux, on n'avait pas d'équipement. Ils trouvaient des gens morts dans leur chambre. Ils nous appelaient et disaient « J'ai vu quelqu'un qui était comme gris, mort depuis des heures. Moi, je reste pas ici, je pars. »
Toi, t'es au téléphone, tu dis... Il t'appelait pour te le dire. Il m'appelait pour me raconter ça. Les gens m'appelaient pour me raconter. Je suis rentré au CHSLD ce matin. Il y avait 3 morts sur l'étage. Je veux plus être là. Moi, je suis pas dans le CHSLD, là, mais disons que je trouvais ça consternant. Je comprends pas que ça fait 1 semaine qu'on dit qu'il va y avoir des jeunes infirmières, des militaires, mais ils sont où, ces gens-là? C'est une urgence. C'est vraiment un cri du cœur. Excusez-moi. C'est une crise parfaite qui touche tous les aspects de tous les gens. Donc, tous ceux, les aiguilleurs, les réalisateurs, les journalistes, les rédacteurs, moi, dans nos vies comme citoyens, on était touchés. Ce qui n'est pas toujours le cas, en fait. Quand on se retrouve, par exemple, moi, j'ai couvert des guerres ou je suis allée dans des zones de conflit, bien, on est toujours très perturbé par ce qu'on voit, on est toujours très touché par ce qu'on voit, mais il y a quand même une certaine distance, d'une certaine façon, puisqu'on raconte l'histoire d'autres personnes, on raconte l'histoire de victimes, on essaie de faire comprendre à nos téléspectateurs ce que ces gens-là ressentent, vivent. Mais nous-mêmes, on ne vit pas nécessairement la crise de la même façon. Alors que là, je trouvais que ce qu'il y avait de vraiment particulier, c'était que, comme tous les citoyens du Canada, du Québec, on vivait cette crise de la même façon au jour le jour, de façon personnelle, et comme journaliste en même temps. C'est-à-dire pour essayer de trouver les meilleurs angles, pour essayer de trouver ce qu'il fallait dire aux gens, ce qu'il fallait raconter aux gens. Du cœur aux idées. Alors, de retour avec nos amis du Québec et de la région d'Ottawa pour le point de presse du premier ministre François Legault. La politique, à la fin, là, c'est rarement une question de vie ou de mort. Là, il y a du monde qui meurt. Du vrai monde qui meurt, puis c'est grand-papa, puis c'est mon oncle Georges, puis c'est... Il y a de la peur là-dedans. T'as peur de l'attraper. Tout le monde a eu peur de l'attraper. Et nous, on doit composer avec cette peur-là. Il faut y faire une place. En même temps que pas faire paniquer le monde non plus. Alors, ça rend l'exercice un peu plus périlleux que d'habitude. C'est Radio-Canada! J'ai travaillé comme un fou. J'ai fini des articles à 1h, à 2h du matin. Puis j'arrivais pas à suffire aux besoins de sources, de gens qui disaient... S'il vous plaît, on a besoin de vous, il y a ça qui se passe. Puis je disais, ah, mais c'est vraiment important. Ouais, mais il y a ça aussi, ça, c'est vraiment important. J'étais comme débordé d'histoires importantes. Mais à un moment donné, il fallait que je me couche, tu sais. Je veux dire, il fallait que je dorme, il fallait que je vive. Il y a le bébé et tout ça. Mais je veux dire, il y a des gens à qui j'ai pas pu répondre. Il y a des histoires importantes qui peut-être que j'ai pas pu faire, qui n'ont pas permis d'aider. Il y a peut-être des gens qui sont morts, tu sais, je sais pas, à cause que j'ai pas pu faire l'histoire, j'en sais rien, tu sais, je pourrais jamais savoir, mais de pas être capable de suffire à toutes ces sollicitations, ça c'était comme... Parce que c'est des appels à l'aide, tu sais, c'est dur quand même d'ignorer des appels à l'aide. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une colère à un moment donné, moi, qui a commencé à m'habiter beaucoup, beaucoup, là. C'est pas comme une inondation, là, cette affaire-là, là. Tu sais, il y a une portion sur laquelle on avait le contrôle. Et on ne l'a pas fait. Mais... Il y a 4 ans, moi, je faisais des reportages sur la main-d'œuvre, là. Ça n'intéressait pas toujours les gens. On en a joué beaucoup, on en a produit à Radio-Can, puis on a vraiment fait notre bout pour parler de main-d'œuvre il y a 4 ans. C'était pas très sexy. Il fallait vouloir le faire, là. La pénurie de préposés aux bénéficiaires, tu sais, c'était un sujet qui était pas si facile que ça à rendre. On se rend compte qu'on sonnait le tocsin un peu dans le vide, là. Mais on avait vachement raison. On a fait notre job il y a 4 ans, puis on l'a fait pendant la pandémie, de mettre de la pression sur le réseau aussi. On le sait, les travailleurs de la santé sont parmi les premiers touchés par le coronavirus. À Montréal, ça a donné lieu à cette histoire qu'on va vous raconter tragique. Une mère de famille préposée aux bénéficiaires, à Dorval, entre autres, qui a involontairement infecté ses 5 enfants et son mari, morts quelques semaines plus tard. David Gentile. Ce drame-là rassemblait tout ce qu'il y a eu de pire dans cette épidémie-là. Une préposée infectée parce qu'elle avait manqué d'équipement, parce qu'on a manqué de personnel,
qui ramène ça à la maison, qui infecte son mari, qui meurt de ça. Donc, nos ratés collectifs là, dans cette pandémie-là, là, ça a fait 5 orphelins. Ça, c'est ce qui se passe. Je me sens vraiment coupable. J'ai une culpabilité qui me ronge le cœur. Je suis tellement brisée. Ça a été une aventure humaine pour moi, là, extrêmement difficile. Parce que la dame voulait me rencontrer avant de donner l'entrevue, etc. Donc, j'ai été chez elle le soir avant. J'ai écouté l'entrevue. Évidemment, elle était totalement bouleversée. Et puis, le lendemain, pendant l'entrevue, à un moment donné, elle disait qu'est-ce que je vais faire? J'ai 5 enfants. Mon mari n'est plus là. C'est moi qui l'ai infecté. La culpabilité que je ressens est terrible. Il y a des orphelins. Et en plus, je suis enceinte d'un 6e enfant. Comment je vais faire? Je sais pas comment je vais m'en tirer. Et puis là, elle me raconte que son enfant de 2 ans, il se promène encore dans la maison et comprend pas que son père est mort de la COVID. Et puis il cherche dans les garde-robes, puis il dit « Papa, t'es où? Papa, t'es où? » Là, je l'ai échappé, là. Là, je pleurais, tu sais. J'ai dit « Ouais, c'est pas fort, tu sais. C'est toi qui fais l'entrevue, puis c'est toi qui pleures, tu sais. » Mais là, je pouvais plus être détaché, là, tu sais. Ça faisait comme 1 heure et demie, là, que je l'écoutais. Puis... J'étais renversé. J'ai trouvé ça dur parce que je me suis dit que c'est pas vrai que ça n'aurait pas pu être autrement. Ce monsieur qui avait eu le droit d'aller voir sa mère parce qu'elle allait mourir, c'était comme la seule raison qu'on pouvait aller voir son proche en CHSLD, c'était s'il allait mourir. Mais le fait que son fils soit là, elle est allée mieux. Fait que finalement, elle était plus mourante. Puis parce qu'elle était plus mourante, il n'avait plus le droit d'aller au CHSLD. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était hallucinant. Ça révélait un peu le fait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans le système, tu sais, le fait qu'on avait banni les proches aidants des établissements. Ça donnait un regard sur une dame qui a la COVID, qui est dans un CHSLD. On voyait toute sa fragilité, tu sais, et puis il n'y en a pas beaucoup des images là, qui venaient de l'intérieur des CHSLD. Là, on n'a pas eu beaucoup d'accès. Là, tu sais, on a eu beaucoup de témoignages, mais on n'a pas vu beaucoup. À quoi ils ressemblent, ces gens-là là, qui ont la COVID? Là, on le voyait. J'allais à l'école Saint-Bernard. OK. C'était mon école. C'est-tu là que tu entendais toutes ces chansons-là? Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Contente de vous retrouver. Un peu partout, on voit des signes encourageants. Mais quand même, la COVID-19 continue de progresser. C'est particulier parce que je vivais la crise comme journaliste. Je la racontais, je racontais l'histoire des autres. Et tout à coup, moi, ma propre mère, qui a 91 ans, a fait un AVC, s'est retrouvée à l'hôpital. Avec une perte d'autonomie massive, donc très grave accident. Et là, je vis la crise comme tant de familles québécoises l'ont vécu, c'est-à-dire que là, je ne pouvais pas voir ma mère, donc l'inquiétude qu'on peut avoir dans une situation comme celle-là, quand on sait que la personne, une des personnes les plus chères qu'on peut avoir, se retrouve dans une situation où elle a besoin de nous, et nous, on est impuissants à l'autre bout, on ne peut rien faire. Et elle se retrouve dans un hôpital où on la croyait en sécurité, mais là aussi, très rapidement, un neurologue m'explique « Madame, si j'étais à votre place, je ramènerais ma mère chez moi. » Mais je ne réalise pas à ce moment-là que ce qu'essaie de me dire le médecin, c'est que si vous voulez protéger votre mère de la COVID, il faut que vous la rameniez chez vous, parce qu'à l'hôpital, elle n'est plus en sécurité. Alors,
Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait une éclosion à l'hôpital et que c'était en train de se propager à une vitesse assez phénoménale. Mais moi, je ne l'ai pas compris comme ça parce qu'on est encore au début de toute cette épidémie, de cette pandémie ici. Donc, je ne comprends pas ça. Alors, j'essaie d'organiser ça, mais c'est pas simple. On est en période, il manque de personnel partout. C'est très difficile d'essayer d'avoir des gens qui pourraient venir prendre soin d'elle à la maison. Et le temps que j'essaie d'organiser ça, ben, ma mère a attrapé la COVID-19. Elle a 91 ans, elle vient de faire un AVC massif. On réalise de plus en plus à quel point l'isolement et l'interdiction des visites ont aussi des conséquences désastreuses. C'est vraiment, pour moi, très difficile de vivre ça au niveau personnel et en même temps, j'ai une responsabilité au téléjournal de raconter cette histoire avec un certain détachement. Donc, il y a des moments où il fallait que je quitte parce que j'essayais de parler aux médecins, j'essayais de parler aux infirmières, il fallait que je sois libre, plus disponible, en fait. Donc, j'ai dû me retirer. Puis, à un moment donné, j'ai fait le choix de dire aux gens ce qui se passait. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. D'abord, un mot pour vous dire que, comme beaucoup d'entre vous, ma vie est bousculée ces jours-ci parce que ma mère est dans un état grave à l'hôpital et c'est ce qui explique mes absences ponctuelles du téléjournal. J'ai aussi une pensée pour tous ceux qui ont en ce moment des proches qui sont hospitalisés ou qui sont dans des CHSLD parce que c'est insoutenable, l'angoisse qu'on peut vivre. Voilà. Mais ce soir, quand même, moi, je vais toujours me poser cette question-là, en fait. Si ma mère ne s'était pas retrouvée en isolement, si on avait pu garder un contact plus près avec elle, si on avait pu être avec elle, est-ce que les dommages auraient été aussi importants? Est-ce qu'on n'aurait pas pu l'aider? Je ne le saurais jamais, en fait. Mais pour nous, la vie d'avant, elle ne reviendra jamais. Donc, tout est différent, en fait. Donc, moi, c'est ça que je vais retenir de cette crise. Il y aura un avant, puis un après. En même temps, ça me donne une sensibilité différente parce que souvent, on va couvrir des crises. On va couvrir un tremblement de terre en Haïti, par exemple. Et ensuite, on s'en va et on a l'impression, on revient 5 ans après et on dit, le pays va mieux, etc. Mais les gens qui ont vécu cette crise, qui ont perdu tout ce qu'ils avaient, qui ont perdu des proches, qui ont perdu leur famille, qui ont perdu leur emploi, tout ne redevient pas comme avant, quoi. Je pense qu'il y a aussi là-dedans une leçon pour moi d'humilité comme journaliste aussi. Salut, ici Alexis Delancer et bienvenue dans l'univers des décrypteurs pour cette autre émission entièrement consacrée à la désinformation. Les premiers éléments de désinformation, ça a été vraiment sur les remèdes. Mais là, quand le confinement est arrivé, les théories du complot, les théories conspirationnistes sont arrivées par vagues successives. Puis là, le phénomène des monsieur, madame dans son salon qui se filment et puis qui met ça sur YouTube a commencé à arriver. Et puis avec des discours de personnes en apparence convaincues, mais qui disent absolument n'importe quoi, bien là, les gens ont commencé à embarquer. Et comme jamais, la population en général a été exposée à des théories conspirationnistes. C'est ça la grande différence avec la COVID-19, avec la pandémie. Ça existait auparavant, mais ça restait, somme toute, dans des cercles assez restreints. On voit des YouTubers conspirationnistes qui ont 2000 ou 3000 vues sur une vidéo d'habitude. Là, ils font des vidéos sur la COVID-19, ils en ont 500 000, 600 000, 1 million. Puis, tu sais, les conspirations, ça joue beaucoup sur la peur, l'isolement social, sur le sentiment d'impuissance face à une situation. Bien, on est tous là-dedans. Oui. Donc, Et puis nous, concrètement, ce que ça a généré comme dans notre travail de très différent, c'est le volume
soutenue de courriels sur une base quotidienne. Je parle ici de centaines de courriels de gens qui commencent à se poser des questions. Est-ce que ceci est vrai? Est-ce que ceci est faux? Est-ce que ceci est vrai? Et on voit dans ces courriels-là que les gens sont submergés d'informations que leurs proches leur envoient. Et parfois, ils nous disent un membre de ma famille, un ami a fait circuler ça, je ne sais pas quoi en penser, est-ce que c'est vrai? Dans la famille journalistique, on a généré un type de contenu qui est très particulier. On s'est attaqué à un élément de la pandémie auquel les autres se sont moins attardés. Et puis, il y a eu un backlash, il y a eu une réaction très, très viscérale de ces personnes-là. Parce qu'une personne conspirationniste, quand on s'en prend à cette théorie-là, à laquelle elle consacre beaucoup de temps, là, on s'en prend à une extension d'elle-même, on s'en prend à eux, finalement. D'où la virulence de leur réaction. Puis quand je dis la virulence, c'est pas juste « je suis pas d'accord avec vous, M. Delancère, M. Yates ou Mme Wattig », c'est vraiment... On y va à fond de train, là. Et puis, ça a donné lieu à des menaces très sérieuses. Si vous continuez, bien, c'est une balle dans la tête qui vous attend, la pendaison et tout le reste. Il a fallu, je ne dirai pas dans le détail, mais il a fallu que la police s'implique dans certains cas parce qu'on ne peut pas badiner avec ça. La frontière est très fuyante entre la boutade, l'effet de toge et la menace réelle qui peut mener à des gestes concrets. Notre matière première, là, c'est tellement pas gay, c'est tellement... tu sais, comme on le dit souvent, là, on est dans le beat de la dystopie, là. C'est ça, notre beat quotidien, là. C'est 1984 à tous les jours, là. Et puis, une chance qu'on s'est tenus, Jeff Bouchra et moi, puis on s'écrivait constamment. Es-tu correct? Ça va-tu? As-tu vu ce message-là? Est-ce que ça va aller? Puis des appels, tu sais, le soir. On l'a constaté et les autorités sanitaires le disent, la désinformation et les théories du complot nuisent à la santé publique. Mais c'est pas tout, hein. Ça cause aussi du tort et de la détresse chez les proches de personnes qui croient dur comme fer à ce genre de théories et ça va parfois loin, très, très loin. Là où vraiment, moi, ça m'a inquiété, touché énormément, là, c'est quand il y a des messages qui nous sont parvenus, de femmes particulièrement, qui partagent leur vie avec un conjoint, un chum ou un mari conspirationniste. Et qui, au quotidien, se sont mis à challenger ou contester un peu les théories véhiculées par leur conjoint, et puis qui, en retour, ont reçu beaucoup de violence. Et qui se sont mis à nous écrire, plus je leur en parle, plus il est violent, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est ça qui arrive. Il y a des liens d'amitié qui se sont effrités dans cette pandémie-là. Il y a des liens familiaux qui se sont effrités. Il y a des gens qui se sont mis à dire « Cette personne-là, je ne sais pas ce qui arrive, son fil Facebook est pollué, ce ne sera plus mon ami Facebook. » Puis on a eu beaucoup de courriels en ce sens-là. Mais bien évidemment, face à ces femmes vulnérables, on avait un certain nombre de conseils à leur fournir, mais on ne pouvait pas leur venir en aide comme on l'aurait voulu. Une femme qui nous a aussi écrit et avec qui on va parler à l'instant même, tout en protégeant son identité pour ne pas heurter la personne de son entourage dont elle veut nous parler. Bonjour, madame. Je pense pas qu'on a la prétention de complètement faire basculer les choses pour les conspirationnistes purs et durs. C'est plus les personnes... qui sont pas normalement dans cette dimension-là des choses qu'on essaie de protéger dans tout ça. On ridiculise pas les gens qui croient à ça parce que, comme Jeff le dit, c'est un instinct psychologique qui existe depuis toujours. Et puis, l'humain a tendance à croire que les événements qui sont très gros, qui sont très dramatiques, ont une cause qui est proportionnelle au résultat. Donc là, on a une pandémie qui a tué des centaines de milliers de gens. Cessons de penser que ce sont des phénomènes marginaux, la désinformation, que c'est le produit d'une bande de 2-3 illuminés. Non, il faut pas non plus diaboliser ces personnes-là. C'est pas ça du tout l'idée. Il faut comprendre le phénomène. Il faut comprendre qu'est-ce qui pousse ces gens-là à disséminer des informations qui sont trompeuses ou, dans le pire des cas, fausses. Il faut en être conscient, il faut cesser de penser que c'est marginal. Ça, c'est le message que je voudrais marteler. Puis, en conséquence, je pense qu'il va falloir, à un moment donné, consacrer un peu plus... Je parle pas de Radio-Can, je parle en général de ressources à cette lutte à la désinformation, si on veut pas que ça pollue au-delà d'un certain seuil critique
l'espace médiatique. L'architecture même là, des réseaux sociaux est basée sur des clics, la visibilité le plus possible. Dans un contexte de crise, où il y a beaucoup de désinformation, c'est pas bon, ça. Ce qui s'est produit, là, ça s'est produit parce que le système est ainsi fait, celui des réseaux sociaux. Puis notre système d'information, les gens s'informent de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est de plus en plus le point, qu'on le veuille ou non, pour la télé, les autres médias, les autres plateformes, là, c'est là-dessus que les gens s'informent de plus en plus. C'est le moment, mesdames et messieurs, de se dire au revoir. Mon confinement à moi commence ce soir. Je vais emporter plusieurs images fortes de cette crise, les rues vides de ma ville, un faux calme qui cachait de la souffrance. Je vais repenser souvent aux gens qui font ces métiers essentiels qu'on ne voyait plus, les préposés, les infirmières, les producteurs maraîchers. Je vais revoir souvent ce corridor d'un CHSLD que j'imaginais où des personnes âgées sont décédées seules. J'entendais les cris de désespoir. C'est le drame de cette crise, ne l'oublions jamais. Ce sentiment-là de faire quelque chose d'important, de faire son devoir comme service public, là, avec un ton pas alarmiste, pas d'essayer de trouver un ton vrai. Je pense que ce sentiment-là a été partagé, qu'il y a quelque chose de malgré tout magique qui est arrivé ici là, pendant 3 mois. Ce fut un grand privilège de traverser cette tempête avec vous. À bientôt. Parce que aussi, il y avait une grande fierté de faire partie de ça, là. Moi, je suis celui qui dépasse devant la caméra, mais il y a tous les autres derrière. Puis je vais ajouter quelque chose. Il y a des gens qui ne sont pas interviewés là, pour cette affaire-là, mais les recherchistes qui sont essentiels dans une émission comme la nôtre, qui trouvent les gens, qui font la pré-entrevue, tout ça, les recherchistes qui ont fait ça de la maison, souvent avec un enfant de 2 ans, ils disaient « Maman, maman », là, ils ont été extraordinaires, tout autant qu'ils sont. Puis j'ai une équipe qui est relativement jeune, de gens qui... Et il y a des gens là-dedans, la jeune vingtaine, ça commence tout seul à la maison, là, puis ils ont livré à marchandises. Ces équipes-là qui ne se font pas interviewer pour ce show-là, là, elles ont été extraordinaires. Puis moi, la dette de gratitude que j'ai vue sur ces gens-là, là, je peux pas la dire tellement qu'elle est grande. Je n'ai jamais connu un esprit d'équipe comme ça de ma vie. J'en ai fait des affaires off, là, puis jamais. Où les gens étaient fiers de rentrer en régie, où les gens étaient fiers à la sortie de l'émission, parce que, justement, on avait fait des choses, on était allé au bout de nous. On retrouve à Pékin notre correspondante Annick Béraud. Annick. C'est une tragédie là, qui se déroule, tu sais. Mais je suis contente d'avoir été journaliste pour voir aussi, pour pouvoir poser des questions quand je pouvais, pour voir l'impact et d'être le relais entre ceux qui le vivent et ceux qui sont pas, ben on peut le savoir à l'époque, mais qui vivent pas cette réalité-là, tu sais. Et d'avoir été journaliste dans des moments aussi forts que cette crise-là, c'est exigeant, mais en même temps, c'est un privilège. Le rayon de soleil de la pandémie, c'est le personnel du réseau. Malgré les tares du réseau, il y a beaucoup de monde qui a beaucoup de cœur. Ça, j'ai trouvé ça formidable. Je me suis dit, hey boy, vous rentrez là-dedans. Il y en a qui sont partis, mais la très vaste majorité, ils sont rentrés là-dedans avec l'équipement tout croche, pas de connaissances sur le virus. Chapeau. Des pompiers et des policiers qui encouragent les travailleurs et les résidents du CHSLD Sainte-Dorothée à Laval, qui en ont bien besoin. Cette crise m'a beaucoup appris sur toute la situation de ces personnes âgées, dont on parle souvent, mais qu'on voit peu, en fait. On le voit peu, on le sait probablement parce qu'on sait qu'il y a de la maltraitance, on sait qu'il y a eu des crises, on sait qu'il y a des gens qui ont été ébouillantés dans le bain. On sait ce genre de choses quand il y a une crise qui se passe. Mais dans le quotidien de leur vie, je pense que c'est des gens qu'on ne voit pas assez, dont on ne se préoccupe pas assez. Pourquoi au Québec,
on a le plus haut pourcentage au Canada de gens qui vivent dans des résidences? Pourquoi au Québec, on a le plus haut pourcentage de personnes âgées qui vivent seules? Pourquoi au Québec, on a d'aussi mauvais services, soins à domicile? Tout ça, ce sont des questions là, qu'on est obligé de se poser là, pendant cette pandémie-là. Pourquoi notre réseau repose tant que ça sur les hôpitaux? Pourquoi on ne donne pas plus de soins à domicile? Ce qui amène peut-être les gens vers des résidences pour personnes âgées et des CHSLD alors qu'ils auraient pu être chez eux en sécurité. Si cette crise peut changer quelque chose, bien, c'est ça qu'il faut changer un peu. Leur donner plus leur place, de la visibilité, en fait, dans notre société, qu'on les voit, qu'elles fassent partie de notre société un peu plus. Peut-être qu'on s'en soucierait un peu plus, je crois. Je sais pas. C'est dur, quand même, de réaliser ça pour quelqu'un qui se pensait très à l'écoute des problèmes sociaux qu'on peut avoir dans notre société et de réaliser qu'en fait, on en sait si peu. C'est un constat terrible, en fait, l'échec, je trouve. Mais c'est ça. Si au moins cette crise peut changer cette situation-là, ben ce sera déjà ça. Faut pas oublier, en fait.